Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je remercie mon collègue, le professeur Pietro Lucizzano, de m'accueillir ainsi au sein de son cours, et aussi bien sûr mon collègue Enrico Botero qui a eu la gentillesse de traduire mon dernier ouvrage en italien sous un beau titre, Une école pour l'émancipation. Alors plutôt que de résumer cet ouvrage, je voudrais vous dire comment aujourd'hui, avec le recul, je perçois encore son actualité. Et je le ferai sous deux angles. Dans un premier temps, sous un angle à la fois historique et épistémologique, et dans un second, sous un angle plus philosophique. Premier temps, sous un angle historique et épistémologique. Cet ouvrage s'ouvre par une évocation du Congrès de Calais en 1921, un moment fort où toute une série de grandes figures de l'éducation nouvelle, de Montessori à Freinet, de Piaget à De Crowley, à Helen Kay et à tant d'autres, se retrouvent à Calais pour un grand congrès. Ce congrès est fondateur, sous les auspices d'Adolphe Ferrière, de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle. Alors il y a quelque chose qui réunit tous ces pédagogues entre eux, bien sûr. C'est la conviction qu'après les massacres de la Grande Guerre, il ne faut plus jamais ça. C'est la volonté de proposer une éducation qui soit une éducation pour un monde meilleur, une éducation à la paix, une éducation à la solidarité. Ça, c'est toujours d'actualité. Mais ce qui est toujours d'actualité aussi, et ce qu'on repère peut-être moins parfois, c'est le fait qu'au sein de cette Ligue internationale de l'éducation nouvelle, il y a des clivages, il y a des lignes de fracture, et que ces lignes de fracture nous en apprennent beaucoup sur ce qui s'est passé en pédagogie à l'époque et à bien des égards sur ce qui se passe en pédagogie encore aujourd'hui. Alors, on ne va pas toutes les identifier, ces lignes de fracture, mais on va en repérer 4, très rapidement. Première ligne de fracture, elle apparaît très vite chez les militants de l'éducation nouvelle. C'est une ligne de fracture entre ceux qui considèrent que les idéaux de l'éducation nouvelle ne peuvent être pratiqués que dans des écoles alternatives, à côté des grands systèmes qui sont condamnés à l'immobilité, avec un mécénat ou des parents qui financent, et des enseignants soigneusement choisis et sélectionnés parce qu'ils ont fait acte d'allégeance à une pédagogie déterminée. Ceux-là considèrent qu'on ne peut pas attendre, il y a urgence, et qu'une école parfaite est possible dès maintenant, dès aujourd'hui, mais que pour cela il faut fuir l'institution publique. Et puis il y en a d'autres, au début ce sont les Portugais, puis d'autres, les Italiens, et puis il y en a d'autres, en particulier quand l'Amérique du Sud et l'Afrique vont entrer dans la Ligue internationale de l'éducation nouvelle, qui eux considèrent qu'au contraire, il faut faire progresser l'école publique, l'école pour tous, et que créer des enclaves où les élèves seraient heureux et où on pratiquerait une pédagogie idéale est contraire au projet même de l'éducation nouvelle, qui est celui d'une solidarité plus globale, plus totale entre tous les humains. Ce clivage est toujours là aujourd'hui, entre ceux qui pensent que les grands systèmes éducatifs sont tellement sclérosés qu'on ne peut rien y faire et qu'il faut créer des écoles alternatives, et ceux qui pensent que ces écoles alternatives sont ségrégatives et qu'il faut transformer l'institution publique, même si c'est plus lent, même si c'est plus compliqué, pour aller vers plus de justice et plus de solidarité, mais pour toutes et tous. Premier clivage. Deuxième clivage, il est autour de la notion de groupe. Je l'ai beaucoup étudié, ça a été l'objet de ma thèse d'État. Sur ce sujet-là, on voit très bien qu'entre Adolphe Ferrière, qui propose dans son livre sur les communautés d'enfants de mettre les enfants en groupe parce que c'est la meilleure manière de faire émerger plus vite les futurs chefs, et puis Célestin Freinet, qui propose de mettre les enfants en groupe pour abolir à terme toute forme de hiérarchie, il n'y a pas consensus. Il n'y a pas consensus. Et je crois que c'est intéressant de se dire cela, parce que ça veut dire que le travail de groupe, par exemple, en aucun cas ne garantit une forme de démocratisation plus grande de l'enseignement. Il peut au contraire aller vers une forme de néolibéralisme qui renforce les inégalités. Et ce débat qui travaille l'éducation nouvelle, il est toujours là aujourd'hui. Il est toujours là aujourd'hui, il faut savoir le repérer, il faut savoir quelles sont les pratiques de groupe dans lesquelles
au fond, les inégalités vont être exacerbées parce que les élèves ne vont faire que ce qu'ils savent déjà faire et les leaders vont prendre le pouvoir, tandis qu'il y aura des pratiques de groupe à côté où chacun sera amené à contribuer à l'œuvre commune et à recevoir de tous de quoi progresser lui-même. Voilà un clivage extrêmement intéressant et qu'il faut regarder encore aujourd'hui de très près. Le troisième clivage pourrait être celui qui sépare les partisans des méthodes actives au sens où l'entend Célestin Freinet, c'est-à-dire des méthodes actives naturelles, et le mot naturel, quoi qu'il soit ambigu, renvoie ici à des situations sociales, de ceux qui veulent des méthodes actives avec des matériaux précontraints. C'est le cas de Maria Montessori. Alors cette opposition, elle est particulièrement intéressante et elle traverse encore aujourd'hui les didactiques. Est-ce que nos méthodes actives travaillent sur des situations artificielles ou est-ce qu'on tâche de réaliser ces méthodes actives sur des projets qui impliquent concrètement les enfants et les élèves et qui les met en situation de se représenter un but commun au lieu de chercher simplement à progresser individuellement. Quatrième clivage, et c'est un clivage particulièrement important je crois, c'est le clivage autour du respect de l'enfant. Alors bien sûr, les partisans de l'éducation nouvelle récusent ceux qui dans l'éducation traditionnelle ne respectent pas l'enfant. Ceux qui ne respectent pas son temps de travail, sa personnalité, ceux qui n'étudient pas comment fonctionne l'enfant, et ils veulent qu'on respecte les enfants. Et le droit de l'enfant au respect, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Korczak, est évidemment quelque chose de fondamental pour eux. Mais ils n'ont pas tous la même conception du respect de l'enfant. S'ils s'opposent tous à l'école passive qui ne respecte pas les enfants, ils ne conçoivent pas tous le respect de la même manière. Certains conçoivent le respect d'une manière qu'on pourrait appeler spontanéiste. Ils imaginent qu'il suffit de ne rien faire et que l'enfant va se développer spontanément. D'autres considèrent que le rôle de l'enseignant, de l'éducateur est absolument essentiel et que le meilleur respect de l'enfant consiste à lui faire découvrir des éléments qu'il ne découvrirait jamais, voire à introduire des contraintes qui lui permettent de progresser, alors que sans ces contraintes, il ne progresserait pas. Il y a là un vrai clivage, une vraie question que je pointe dans le livre et qui oppose aujourd'hui, je crois, ce que j'appelle les hyperpédagogues, ceux qui sont tellement dans la fascination de l'enfant qu'ils désavouent, ils délégitiment toute intervention éducative et a fortiori toute contrainte, et ceux non pas qui font de la contrainte la solution universelle et parfaite en éducation, mais ceux qui estiment que la contrainte doit être introduite quand elle est féconde, c'est-à-dire quand elle permet à l'enfant d'accéder à la liberté. C'est le cas d'un pédagogue comme Korczak, par exemple. C'est celui qui, je crois, a le mieux montré cela. Alors voilà, on pourrait multiplier les exemples, mais je souhaitais vous donner quelques éléments autour de cela. Oui, l'éducation nouvelle est un grand mouvement. Oui, l'éducation nouvelle est un immense espoir et nous avons à refaire vivre cet espoir. Mais non, ce n'est pas un mouvement homogène. Il y a des contradictions et ces contradictions nous en apprennent beaucoup sur nos contradictions aujourd'hui et nous aident à y voir plus clair, à être plus lucide. Deuxième série de remarques, cette fois-ci peut-être plus philosophique, mais pour approfondir la notion même de pédagogie. Qu'est-ce que la pédagogie ? Alors d'abord, pour clarifier les choses, ça n'est pas la philosophie de l'éducation. La philosophie de l'éducation, Kant en a fait, Rousseau aussi, elle est parfaitement légitime, mais moi je réserve, comme la plupart des chercheurs, le mot pédagogie à ceux qui ont cherché, en termes philosophiques, mais qui ont cherché aussi à rendre applicables les théories qu'ils avaient proférées et qui se sont impliqués dans la création concrète d'activités pédagogiques qui se sont confrontées avec la difficulté d'élever des enfants. Je dirais donc que la pédagogie, c'est cette alliance chez un certain nombre de personnes, chez vous peut-être, de la théorie et de la pratique, d'une théorie qui nous innerve, nous ressource en permanence, mais que nous cherchons à mettre en œuvre,
et ce que nous mettons en œuvre, eh bien, nous amène à approfondir notre théorie. C'est une dialectique féconde qui me semble constituer la dynamique même de la réflexion pédagogique. Mais si on va un tout petit peu plus loin, et qu'on se demande comment est construite une doctrine pédagogique. Alors j'emploie volontairement le mot de doctrine pédagogique. Une doctrine, c'est pas complètement un système, c'est pas une philosophie. Une doctrine pédagogique, c'est un ensemble qui comprend à mes yeux trois choses. Premièrement, des finalités. Les finalités, c'est quel enfant voulons-nous former, pour quel type d'humain et pour quelle société. Je pense que tout pédagogue doit s'interroger sur les finalités qu'il vise. C'est aussi, et il y a toujours dans une doctrine pédagogique, des connaissances scientifiques. Sur quoi on s'appuie pour travailler? Qu'est-ce qu'on va chercher dans la psychologie, dans la sociologie, dans l'analyse institutionnelle, dans les sciences? Qu'est-ce qu'on va chercher qui peut nous aider à construire notre action éducative? Et puis, la pédagogie, c'est un troisième élément, c'est un ensemble de pratiques. Alors ces pratiques, ce sont des institutions. Les écoles, c'est une institution, la classe est une institution, ce sont des méthodes, la méthode active parmi d'autres, mais la classe inversée aujourd'hui, c'est une méthode, ce sont des outils, les manuels scolaires, mais aussi les jeux, etc. Ce sont des attitudes particulières, ce sont des propositions, la coopération, c'est une proposition, c'est une méthode qui est proposée et qui s'inscrit dans des finalités, qui s'appuient sur des connaissances, qui tentent d'actualiser ces connaissances avec des enfants concrets. Ce que j'essaye de montrer, c'est que toute pédagogie comporte toujours ces trois éléments. Il y a toujours dans une pédagogie des finalités, des connaissances scientifiques sur lesquelles on s'appuie et des outils concrets que l'on promeut et que l'on met en avant. Et ce qui fait la cohérence d'une pédagogie, c'est le fait que tout ça, ça fonctionne à peu près ensemble. Ça fonctionne ensemble, quoi que ce soit, assez hétérogène, puisque les finalités relèvent du registre des valeurs, puisque les connaissances relèvent du registre de la vérité scientifique, et puisque les outils, les méthodes relèvent du registre de l'efficacité pragmatique. Donc, valeur, vérité scientifique, efficacité pragmatique, les trois doivent fonctionner ensemble. Et examiner une théorie pédagogique, examiner une doctrine pédagogique plus exactement, c'est s'interroger sur ces trois éléments-là. Alors ce que j'essaye de montrer aussi, c'est qu'il y a toujours la tentation dans la pédagogie d'éliminer un des trois pôles. Par exemple, on peut essayer de relier une théorie, une idée de l'homme, avec une pratique, sans s'appuyer sur des connaissances. Par exemple, si je reprends l'idée du travail de groupe, on peut dire il faut que les humains soient plus solidaires, donc on les fait travailler en groupe, mais on ne regarde pas les travaux de psychologie sociale, on ne regarde pas les travaux sur le conflit socio-cognitif, on n'étudie pas Vygotsky, on n'étudie pas les conditions qui font que le travail de groupe peut se mettre au service de plus de solidarité. C'est une erreur, il faut introduire le pôle épistémique, il faut introduire le pôle des connaissances, sinon le système pédagogique ne fonctionne pas. On peut imaginer aussi des pédagogies dans lesquelles il y a simplement des finalités et des connaissances, pas de pratique. C'est ce qu'on a vu à certains moments de l'histoire, quand on a relié des idéaux politiques radicaux avec des connaissances sociologiques, sans qu'on soit capable de proposer des pratiques qui étaient susceptibles d'aller vers plus de justice sociale à l'école. Et puis on voit aujourd'hui, et c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup, on voit arriver une manière de faire de la pédagogie qui élimine la question des finalités et qui n'articule que la question des connaissances scientifiques avec des outils. C'est le cas, évidemment, des neurosciences, de la neuropédagogie, qui s'appuie sur une certaine vision du sujet, et qui, à partir de cette vision du sujet, effectue des prescriptions pédagogiques sans s'interroger sur les finalités qui sont poursuivies là-dedans. Alors, il y en a en réalité des finalités, mais on fait comme si elles n'existaient pas, et toutes les théories sur l'evidence-based policy, ce qu'on appelle aussi les données probantes, c'est une manière de laisser penser qu'en éducation, les finalités ne comptent pas,
que la seule chose qui compte, c'est les données scientifiques et les pratiques, et qu'on ne s'interroge pas sur au service de quoi sont ces données scientifiques et ces pratiques. Alors on pourra tout à l'heure revenir et donner de très nombreux exemples là-dessus, mais j'y insiste dans le livre parce que c'est, je crois, quelque chose de particulièrement préoccupant. Et puis je développe aussi dans ce livre ce qui pourrait être un triangle pédagogique pour aujourd'hui. Alors, un triangle pédagogique avec, du côté des finalités, la formation d'un élève qui soit un élève susceptible d'entrer dans une exigence intellectuelle personnelle et en même temps de participer à un collectif, hein, un élève qui puisse penser par lui-même et un élève qui puisse s'associer aux autres. Ça, c'est pour moi, ce sont pour moi les deux finalités fondamentales que je donnerai à l'éducation aujourd'hui. Penser par soi-même, c'est l'idéal kantien qui est toujours d'actualité, plus que jamais d'actualité peut-être, hein, et puis être capable de s'associer aux autres pour construire le bien commun. Deux points qui me semblent fondamentaux. Alors il me semble qu'on peut s'appuyer là-dessus sur un certain nombre de données, de connaissances, les psychologies du développement, on peut s'appuyer sur des éléments émanant de la sociologie, on peut s'appuyer sur la philosophie et la phénoménologie aussi, et ça me paraît extrêmement intéressant de ne pas oublier cela, et puis on peut développer un certain nombre de propositions et de pratiques. Alors ces propositions, j'en fais quelques-unes. Dans la dernière partie de cet ouvrage, je vous en propose 5, mais ce sont 5 parmi d'autres, et 5 qui sont offertes à la discussion. La première proposition, qui s'appuie sur les finalités que je viens d'indiquer, et qui est enrichie et étayée par les connaissances dans toute une série de champs philosophiques et scientifiques, la première de ces propositions, c'est de faire de l'école un espace de décélération. Décélérer, c'est-à-dire sortir de cette course pour prendre le temps de penser, surseoir à l'impulsion pour prendre le temps de réfléchir et faire de la réflexivité le cœur de la pratique enseignante. Deuxième proposition, c'est une proposition autour de l'attention, être attentif. Parce que une fois que l'on a décéléré, il faut être capable de se fixer sur un objet, de réfléchir, de travailler. Et ça s'apprend. Ça s'apprend, ça se construit, et ça ne se décrète pas. Ça se construit à travers la mise en place de dispositifs attentionnels. Et j'insiste beaucoup sur cette idée de dispositif attentionnel qui permettent aux enfants, dans des cadres précis, de focaliser leur attention et de se mettre au travail intellectuel. Troisième élément, c'est l'évaluation. J'insiste sur le fait que l'évaluation aujourd'hui, en particulier l'évaluation sous forme de notes, est une évaluation bancaire au sens de Paulo Freire, à laquelle il faudrait substituer une évaluation en termes d'intériorisation de l'exigence. Il n'y a de véritable évaluation que si elle est auto-évaluation, c'est-à-dire que si celui qui est évalué comprend pourquoi il a eu telle ou telle évaluation et s'il est capable de profiter de cette évaluation pour améliorer son résultat. Il y a là quelque chose de très fort que Célestin Freinet avait particulièrement bien vu quand il a emprunté au scoutisme le modèle de la pédagogie du chef-d'œuvre, hein, remettre en chantier sans cesse pour aller progressivement vers quelque chose dont on peut être fier parce qu'on a progressé en le travaillant. Le quatrième élément qui me paraît tout à fait central, fondamental, c'est celui du plaisir d'apprendre. Je pense que on ne peut pas aujourd'hui démocratiser l'enseignement sans faire découvrir le plaisir d'apprendre, c'est-à-dire sans revivifier les questions fondatrices, sans sortir de la fossilisation des savoirs pour poser avec les élèves les questions vivantes qui ont permis d'élaborer ces savoirs. Garder les questions vivantes, refaire vivre ces questions et retravailler autour de ces questions pour que ces questions rendent intelligibles, donnent du sens au savoir élaboré. Cinquième élément auquel je tiens beaucoup évidemment, c'est la construction du collectif.
On l'a vu pendant la pandémie et pendant l'école à la maison, vous le voyez encore en Italie, ce qui fait défaut à l'école à la maison, ce qui fait défaut à l'enseignement à distance, c'est le collectif. Même si certains outils numériques permettent de travailler avec du collectif, eh bien, on voit bien que pour beaucoup d'enfants, le fait de ne pas être présents ensemble, de ne pas pouvoir interagir, de ne pas pouvoir travailler en commun, eh bien, ça les met en très grande difficulté. L'école, c'est le lieu du collectif. L'école n'est pas simplement un lieu pour apprendre, mais pour apprendre ensemble, pour apprendre des autres, pour apprendre avec les autres, pour apprendre de l'altérité et apprendre l'altérité en même temps. C'est cela qui, me semble-t-il, devrait nous guider dans la reconstruction de l'école d'après. Et puis je donnerai une 6e piste qui m'est chère et qui renvoie aux finalités auxquelles j'adhère. L'école est le lieu où l'on découvre que la culture, c'est ce qui peut se partager sans s'épuiser. Contrairement au pétrole, contrairement aux biens de consommation, qui, quand on les prend, eh bien, en prive d'autres. La culture, quand on se l'approprie, on peut la partager, on ne l'épuise jamais, parce que précisément, plus j'en ai, plus je peux en donner, plus je peux en donner, plus je peux la multiplier. Et que l'école soit un lieu où l'on apprend à multiplier ce qui n'est prélevé à personne, est tellement important pour moi que cela devrait, je crois, être sans doute la perspective fondamentale vers laquelle nous allons en ces temps d'incertitude, en ces temps où nous cherchons d'une manière si forte à incarner la solidarité dont nous avons vu à quel point elle était importante et dont nous savons à quel point il est difficile de la mettre en œuvre concrètement et pas simplement en parole. Je termine d'un mot, peut-être en évoquant mon prochain ouvrage, celui qui paraîtra en France au mois d'août et qui s'intitule « Ce que l'école peut encore pour la démocratie ». J'y évoque le fait que la démocratie a fait à mes yeux, dans nos sociétés occidentales, la moitié du chemin. On a fait exploser les carcans des sociétés théocratiques, on a fait émerger l'individu, mais on n'a pas encore permis aux humains de se donner des moyens de construire le bien commun. Et il me semble que l'école a là un rôle absolument fondamental. Elle devrait aider à ce que la démocratie fasse l'autre moitié du chemin. Après la montée de cet individualisme, il faut maintenant que les individus découvrent que le collectif n'est pas une juxtaposition de personnes, c'est tout à fait autre chose, parce que le bien commun n'est pas simplement l'ajout, l'addition des intérêts individuels, c'est quelque chose qui est élaboré dans la discussion sereine et qui peut prendre corps progressivement dans le champ politique. Et si nos élèves n'apprennent pas cela à l'école, alors je crains que nos efforts pour plus de démocratie, à la fois dans nos pays et dans le monde, soient des efforts un peu vains. Donc je crois que l'école peut encore quelque chose pour la démocratie. Elle ne peut pas tout, certainement, mais qu'elle puisse encore quelque chose, je crois, est une conviction qu'il nous faut avoir, et surtout, à partir de laquelle il nous faut tenter de mettre en œuvre de véritables pratiques pédagogiques nouvelles pour toutes et pour tous. Voilà, merci, j'en ai terminé pour ces quelques éléments d'introduction.